8 mars, le monde entier a les yeux rivés sur l'autre moitié du ciel, pour ne pas dire sur toute l'humanité, car chaque individu est forcément et nécessairement lié à une femme, oui. Car le 8 mars célèbre les victoires engrangées depuis le long du parcours de la lutte pour les droits de la femme. Aujourd'hui encore, le sujet est d'actualité. Il est vrai que quand on dit 8 mars, certains grincent les dents, d'autres disent que la date est encore d'actualité. Toujours est-il que la lutte des femmes est au quotidien et la vie d'une femme est une lutte perpétuelle, qu'elle soit dans un milieu professionnel, qu'elle soit femme au foyer, mère, épouse, peu importe son secteur et domaine d'activité, il est sûr que sa vie n'est pas de tout repos. Eh bien aujourd'hui, on a choisi un petit échantillon de ces femmes-là qui au quotidien font la preuve qu'elles méritent leur place pour échanger avec elles sur leur parcours, comment elles sont arrivées là où elles sont et quels sont les défis qu'elles se fixent au quotidien et surtout pour le lendemain. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Yirdan Edwige Yen. Elle est ingénieure de conception en génie civil et en ce moment chef de division développement à la Citarail. Elle est cheminot. Bonsoir. Bonsoir, Comment madame. ça va? Ça va bien, merci. Je dois avouer que quand j'ai lu cheminot, je me suis dit, ah bon, il y en a encore des cheminots. Je pensais que c'était à l'époque où on déposait les rails avec les mains. Enfin, ça me rappelle les bouts de bois de Dieu et tout ça. Donc je dis, ok, on dit encore cheminot. Comment ça se fait? Oui, on dit encore cheminot parce que c'est le même chemin de fer. D'accord. Le terme cheminot vient de chemin de fer. D'accord. Voilà, et tant que ce sont les deux fils de rail, je pense que le terme cheminot a encore toute sa place. Et les cheminots, c'est qui? C'est tous ceux qui travaillent au chemin de fer ou ça dépend du poste occupé? Oui, c'est tous ceux qui travaillent au chemin de fer en général qu'on appelle les cheminots. D'accord. Voilà. Et moi, je vois que vous êtes ingénieur en conception génie civil. C'est ça. En général, on se dit, vous êtes dans les routes. Et vu que le chemin de fer, c'est une sorte de route, est-ce que c'est pour ça que c'est lié ou il y a une formation qui vous amène finalement à la Citarail? Il y a une formation lorsqu'on intègre la boîte, Okay. voilà, qui nous permet de découvrir le chemin de fer. Vu que le chemin de fer n'est pas donné comme module à l'école, voilà. En tout cas, à notre temps, voilà, on ne nous enseignait pas le chemin de fer comme un module à l'école. Du coup, quand on intègre une boîte comme Citarail, il faut faire une formation pour avoir déjà les b.a.-ba du métier et apprendre au quotidien auprès des dévanciers. Et du coup, chef de division de développement, qu'est-ce que vous faites? Chef de division de développement, je suis chargée des études d'amélioration des méthodologies de travail, voilà, des équipements et des procédures. Également, je suis chargée du suivi des indicateurs de performance, voilà, et, et aussi des études, voilà, pour les projets, les nouveaux projets. Voilà, donc voilà en gros ce que je fais, voilà, en tant que chef de division développement. D'accord, on reviendra plus tard pour comprendre avec qui vous fonctionnez sur le terrain au quotidien, pour que nous, les profanes du secteur, voyons un peu mieux de quoi il est question. Parce que pour le moment, j'avoue que ça reste abstrait pour moi. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous Madame Tapsoba Nekeita Aisha. Elle est opératrice de la pelle hydraulique et du dumper. Bonsoir Madame Tapsoba. Comment vous allez? En fait, c'est drôle, quand on dit opératrice et que quelqu'un n'est pas du secteur, on ne se rend pas vraiment compte exactement de ce que vous faites. Alors, qu'est-ce que vous faites dans votre travail? Je suis une conductrice des engins lourds. Voilà, comme ça on est déjà plus précis. Engins lourds qui interviennent notamment dans quoi? Route, mine ou... Route, je suis dans un BTV. D'accord. Ok. Donc en ce moment, ce que vous faites, c'est dans les routes et les gros chantiers. Oui. Ok. Donc, et là, moi, je vois que vous êtes opératrice de la pelle hydraulique et du dumper. Oui. C'est deux engins différents. Oui. C'est quoi la spécificité de chacun? Bon, le dumper, c'est une grande benne. D'accord. Voilà. Mais la pelle hydraulique, c'est la machine qui creuse les grands ponts, les caniveaux, etc.
D'accord. Il fait beaucoup de travail. En fait, donc, quand on passe dans nos routes, et puis il y a cette machine qui creuse, là, il y a de fortes chances que Madame Tapsoba soit dedans. Oui. D'accord, ok. Et comment ça se fait que vous fassiez ça? Bon, j'ai beaucoup aimé ce boulot D'accord. depuis dès que j'étais petite. Ok. Et vous saviez que vous alliez le faire un jour ou c'était un rêve en mode, si seulement un jour je pouvais faire ça? En tout cas, au début, je me demandais comment je vais faire pour pouvoir exaucer mes rêves. Bon, quand en 2020, je suis venue m'inscrire à IFPKIA. C'est une école qui est vraiment très connue en Afrique ici. Vraiment, l'école, il est très bien, avec des professeurs très, très professionnels. Et tu pars en cours, vraiment, toi-même, tu es d'accord. Ben, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, après formation, vous êtes sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils ont fait du bon boulot. Oui. En tout cas, bravo. Et juste à côté de Madame Tapsoba, nous avons Madame Nyampa Azeta, donc née Nana. Elle est magistrate, juriste de formation et juge des enfants. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Et chez vous? Ça va. Quand on entend le titre juge, en général, on est impressionné. Est-ce que, de votre position, vous avez l'impression que vous êtes apprécié ou pas très apprécié en tant que juge, impartialement de votre genre? Et apprécié par qui? Par les Par collègues? les justiciables, par tout le monde? Bon, quand on dit juge, il faut trancher. Ça veut dire que quelqu'un doit forcément avoir raison et l'autre tort. Ce n'est pas de l'arbitrage, il faut forcément trancher. Oui. Donc c'est normal que celui qui a eu raison va apprécier. Et l'autre côté qui a eu tort, bon, c'est pas évident. Mais dans tous les cas, là. ouais, on assume quoi. Ouais, C'est ça. j'imagine. Merci. Alors, juge, est-ce que c'est un parcours, est-ce que en commençant sa formation de magistrat, on se dit on a pour objectif de devenir juge, ou est-ce que c'est une évolution qui peut ou peut ne pas aboutir? Et bon, il faut d'abord faire le droit, ça veut dire des études en droit. Et après la maîtrise, on passe le concours de la magistrature. Ok. Bon, avant, à notre temps, je veux dire. Oui. Parce que maintenant, il me semble qu'il n'y a plus de maîtrise. Sinon, avant, c'était la maîtrise. La maîtrise, et même maintenant, il faut aller au que master? non, la loi actuelle, c'est toujours la maîtrise. D'accord. Voilà, ok. donc après, vous passez le concours de la magistrature. Et il y a une formation de 2 ans à l'ENAM. Ok. Bon, après, on peut être nommé soit au parquet, comme on le dit, soit au siège, ça veut dire soit juge, comme je le suis, ou bien procureur ou autre. D'accord. Voilà, merci. Procureur, en ce moment, c'est un mot qu'on connaît très bien. Ah oui. Et pour nous tenir compagnie tout le long de cette émission, nous avons le plaisir d'avoir avec nous les étudiants de l'Hypermic et de ESUB Jeunesse. Alors, avant de développer un peu plus cette émission, on va faire un peu plus connaissance avec cet établissement-là. Nous avons M. Daouda Gebré qui va nous présenter l'Hypermic. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Comment ça va? Oui, ça va et c'est vous? D'accord. Vous êtes étudiant à l'Hypermic? Oui. Quelle année? Première année. Vous étudiez quoi? La filière, plus précisément, c'est communication et journalisme. D'accord. En fait, vous êtes les futurs occupants de cette maison. On peut le dire. D'accord. Hypermic, présentez-nous un peu votre établissement. Hypermic, ça signifie Institut panafricain d'études de recherche sur les médias, l'information et la communication. D'accord. Je veux dire, c'est un institut coiffé par l'université Joseph Kizerbo. Voilà. Donc en fait, vous êtes considérés comme étant des étudiants de l'université Joseph Kizerbo? Oui, effectivement. Ok. Et comment on fait pour arriver là? On s'inscrit? Comment ça se passe? Le recrutement à l'Hypermic, ça se fait par test. Ok. En plus de cela, on recrute un certain nombre d'étudiants sur dossier, donc sur titre. D'accord. Donc il y a ceux qui sont admis au test, qui font la formation et qui payent la formation, enfin les frais de ceux qui sont à l'université de Ouagadougou. Oui. Et ceux qui sont reçus sur titre et qui doivent payer une scolarité et bénéficier de la même formation. Oui, c'est effectivement. D'accord, ok. En tout cas, on est très heureux de vous avoir sur ce plateau, moi particulièrement. Alors, Je suis passée par cette école. alors merci beaucoup, grande sœur.
Donc, ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau avec moi aujourd'hui. Et juste à côté, nous avons mademoiselle Carole Ouedraogo qui nous présentera les subjeunesse. Okay. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Étudiante en quoi? Je suis étudiante en Master 2 de Génie civil, option bâtiment et travaux publics. Il y a une collègue sur le plateau. D'accord, donc, et subjeunesse? Le subjeunesse, c'est l'école supérieure polytechnique de la jeunesse, située à Dassasgo, qui forme plus principalement dans les domaines du génie civil, option BTP, mine et carrière, gestion et maîtrise de l'eau. Il y a topographie et électromécanique, il y a tout. Beaucoup de filières. Beaucoup de filières techniques et aussi il y a des filières commerciales telles que le marketing et gestion commerciale, finance, comptabilité. Et on peut venir là-bas après le bac, comment? Oui, juste après le bac, vous pouvez vous inscrire dans les filières techniques avec le bac D ou avec les bacs techniques. Ok. Voilà. Avec les bacs G2, c'est plus les filières commerciales. Et ce soir, on est avec des dames, on est en plein dans le 8 mars et on parle à une jeune fille qui fait génie civil et travaux publics. C'est bien cela, oui. Hein? Pourquoi un tel choix de filière? Depuis toute petite, le bâtiment a toujours été une sorte de passion pour moi. Depuis toute petite, je faisais les petites crèches chez moi, devant la porte. Les gens passaient et se demandaient pourquoi une fille fait des crèches. Mais bon, j'ai toujours aimé ça. Et après le bac, c'est vrai que je n'ai pas fait le bac F4, le bac D, mais juste après, je suis rentrée dans le génie civil. Quand c'est la passion qui guide, je pense qu'on trouve les forces pour y arriver, peu importe le bac qu'on a. D'accord, en Master 2, bravo. Bien. Et bonne suite de carrière, on va le dire comme ça, parce que quand on est en Master 2, ce n'est plus la formation, mais c'est la carrière maintenant qui s'approche. En tout cas, merci d'être là. Merci à tous les étudiants des subjeunesse. Est-ce que vous pouvez applaudir pour qu'on voit combien vous êtes? Merci beaucoup à tous. Eh bien, mesdames, ces étudiants ont envie d'apprendre de vos parcours. Parce que quand on est sur les bancs, certes, on se projette sur l'avenir, mais on s'imagine également sa vie sans forcément savoir ce qu'il y a en face. C'est sûr que la réalité va peut-être changer au fil des années, mais il y aura quand même plus ou moins un chemin à suivre. Et ce soir, on apprend à votre source. Alors, Madame Tapsoba, vous avez arrêté les études au CM2, mais aujourd'hui, ça ne vous a pas empêché d'aller vous faire former pour exercer le métier que vous souhaitez. Est-ce que quand vous êtes parti en formation, vous vous êtes dit « Ah, vu que je suis niveau CM2, ça va être un problème » ou vous êtes juste allé? Bon, quand je voulais partir faire ma formation, je n'ai pas eu de soucis. J'ai vu à mon niveau, ça ne m'a pas dérangé parce que je sais que la conduite, il n'y a pas à faire de niveau d'études dans ça. C'est ça. C'est un métier qui est pratique. C'est ça. Et quand vous êtes arrivé, vous avez fait la formation, c'est bien. Finalement, comment on fait pour avoir le travail? Parce qu'une chose, c'est de se former. Une autre chose, c'est d'avoir le travail. Vous êtes une femme, vous conduisez des engins lourds. Comment on décroche son premier emploi? Quand j'ai fini mes études, j'ai suivi d'abord le stage. C'est après le stage maintenant qu'on m'a embauché. Direct? Ouais. Ah, ça veut dire que le stage était concluant. Parce que chaque boulot, quand tu fais, il faut être content de ça. Il faut aimer ce que tu fais. Et puis, tu te donnes vraiment... Tu vas voir que... Et ça se voit que vous aimez ce que vous faites en plus, au sourire qu'elle a quand elle décrit son métier. Très clairement, ça se voit qu'elle aime bien son métier. D'accord. Vous avez juste décidé, vous seul, comment votre entourage réagit quand vous décidez d'aller faire une formation pour devenir opératrice d'engin lourd? Bon, à tous ceux dont je les ai expliqué que je vais aller suivre la formation, ils m'ont encouragée. Ok. Ouais. Et aujourd'hui, comment ils vivent ça? Vraiment, aujourd'hui, ils sont vraiment très contents de moi. Moi-même, je suis contente. Et nous aussi, on est contents de vous, franchement. Et moi, si seulement tout le monde pouvait être aussi enthousiaste dans son travail, je pense que le monde se porterait tellement bien. Je suis vraiment convaincue de ça. Alors, Madame Yen, comment on arrive quand on finit les études en génie civil, comment on se retrouve dans le chemin de fer?
Ok, moi en particulier, j'ai bénéficié d'un partenariat qu'il y avait entre mon établissement, le 2 yeux, et la Citaraï. D'accord. Voilà, donc en 2013, voilà, nous avons été appelés pour un entretien. Nous étions deux, nous étions plusieurs d'ailleurs, mais finalement on a retenu 2 personnes, à savoir moi-même et un autre camarade du 2 yeux. Voilà, et nous avons intégré la boîte en 2014, janvier 2014. Donc voilà, ça a été par le biais de ce partenariat que nous avons intégré la Citaraï. Alors, est-ce que c'est juste parce que c'était une opportunité qui était là ou il y avait un intérêt particulier pour le chemin de fer? C'était plus une opportunité, voilà, mais une belle opportunité. Voilà, parce que j'aurais pu également, malgré l'entretien qui était concluant, refuser d'intégrer. Voilà. Mais j'ai vu en cette opportunité vraiment une très belle occasion d'embrasser une carrière dans un milieu, comme on le dit, d'hommes. Voilà. D'autant plus que quand j'ai été recrutée, j'ai été la première femme ingénieure à intégrer le chemin de fer depuis 100 ans. Waouh! Voilà, donc... Ça, si les étudiants n'applaudissent pas, pour ça, on peut arrêter l'émission. Depuis un siècle. Oui, c'est ça. Depuis l'existence du chemin de fer, il y a un siècle, de plus d'un siècle maintenant, voilà, j'ai été la première femme ingénieure. Il y avait d'autres femmes déjà, voilà, dans d'autres corps de métiers, d'autres secteurs. Voilà, mais en tant que femme ingénieure, j'ai été la toute première à intégrer ce milieu. Donc, vous vous imaginez que c'était une superbe opportunité pour moi et ce n'était pas à rater, quoi. C'est ça. Voilà. Mais est-ce qu'il y a de la pression aussi? Parce qu'en général, quand on est la première, en vrai, on n'a pas droit à l'erreur. Exact. Donc, est-ce que c'est une pression qui a été ressentie ou pas du tout? Si, ça a été une pression qui a été ressentie. Okay. Dès que j'ai intégré la boîte, il fallait briller, au fait. C'est ça. Voilà, il fallait briller. Tout ce que tu fais, il faut suivre de près. Il faut savoir où tu mets les pieds, voilà, pour ne même pas faire une erreur et donner l'occasion, voilà, de dire que, voilà, les femmes... On avait dit que la femme n'allait pas pouvoir... Exact. Voilà, et aujourd'hui, il y a plus de femmes ingénieures ou... Non, je suis toujours la seule en tant qu'ingénieure, mais il y a plus de femmes techniciennes. Il y a plus de femmes dans le... Voilà, c'est ça. Exact, voilà. Mais je ne doute pas que d'autres femmes ingénieures vont me rejoindre. Peut-être voilà. Carole, sait-on jamais. Oui, pourquoi pas. C'est ça. D'accord. Donc, très clairement, première femme dans un milieu, comment les hommes réagissent? Oui, particulièrement, ils l'ont bien pris. Oui. Oui, ils l'ont bien pris. C'est vrai que d'autres avaient des appréhensions. Voilà, d'autres se demandaient, est-ce que la dame va tenir? C'est ça. Donc, du coup, je pense que par la suite, ils ont été satisfaits de me voir tenir, effectivement. Ah voilà, oui. ça fait déjà 8 ans hein, que j'exerce dans ce métier. Donc, ça veut dire que j'ai réussi à tenir. C'est ça. Et sans mentir, ils m'ont beaucoup soutenu. Oui, les hommes, ils ont toujours été là pour moi. Aujourd'hui, qu'il y a un positionnement qui a quand même évolué. J'ai l'impression que quand une femme s'invite dans un univers où il y a beaucoup d'hommes, là où on attend souvent une réaction de méfiance, il y a plus un bon accueil, un encouragement, un accompagnement. Je ne sais pas si c'est le même cas pour Madame Tapsoba. Est-ce que les hommes vous ont bien reçu aussi, vous ont accompagné pour que tout se passe bien? Voilà, donc je me disais bien, messieurs, merci. C'est ensemble qu'on avance. Madame Nyampa, c'est un métier dont vous rêviez ou est-ce que c'est à un moment donné le système vous a envoyé en droit? Non, mon rêve c'était toujours de faire le droit. D'accord. Oui. Et depuis même toute petite, hein, parce que bon, mon tuteur, j'aime l'appeler mon père adoptif, lui il était préfet. Ah. Voilà, donc chaque fois je suivais quand on fait il fait souvent les jugements. Je regarde et dis, je fais ça, il faut qu'il partage. Maintenant, pour devenir maintenant, lui il était président du tribunal départemental en son temps. Et bon, il faut que je fasse le droit. Les gens ont dit, le droit c'est pas simple, hein. Les hommes ont peur des femmes qui ont fait le droit. Et dit, bon,
moi, en tout cas, j'y vais. Et on va y arriver. Et malheureusement, on m'a orienté dans une autre filière. Ah. Et j'ai dit que je ne pars pas. D'accord. Ouais. Je ne veux pas aller là. Voilà, je veux faire le droit. Et chaque matin, j'étais devant l'UFL, les yeux rouges. J'ai dit, moi, je veux faire le droit. Et j'ai fait un mois de retard. Okay. Mais on m'a réorienté en droit. D'accord. Oui. À l'université de Ouagadougou? Si. Ok. Et bon, je tire mon chapeau en tout cas à celle qui a eu une oreille attentive. Merci beaucoup à elle. C'est pas simple, oui. C'est vrai que bon, j'ai insisté, mais bon, c'est souvent aussi la grâce de Dieu. Mais bien sûr. Voilà. Donc bon, c'est ça. Ça a commencé bon, depuis l'enfance, mais bon, quand on veut, on peut. Mais aujourd'hui, le droit fait partie des filières qui n'ont pas forcément bonne presse à l'université de Ouagadougou. Parce qu'on se dit, ouais, mais vous êtes 3000 en droit, on va sortir combien? Quand on s'invite dans une filière, déjà, vous, quand vous arrivez en droit, est-ce qu'il y a autant d'étudiants? Et comment on sort la tête du lot quand on est dans un groupe aussi important? Bon, il faut dire que quand moi j'arrivais, on était 1100 en classe. Donc, elle a insisté pour aller rejoindre 1099 personnes. Oui, en son temps, on nous appelait la Chine populaire. Là. Et quand moi je viens, je me débrouille pour être devant. Je ne veux même pas voir les autres. Oui. Parce que nous sommes tellement nombreux que quand tu n'es pas courageux, tu risques même d'avoir peur. Donc, moi, je suis chaque fois devant. Pour ne pas voir le reste. Voilà. Donc, bon, on s'est battu comme ça. Et Dieu aidant, bon, tout est rentré vraiment dans l'ordre, quoi. Beaucoup de travail quand même derrière. Oui, c'est ça. Parce que, donc aujourd'hui, on dirait que c'est une erreur de se dire le droit, il y a tellement de personnes dedans que ça ne sert à rien. Ça dépend de ce qui nous motive. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que quelle que soit la filière, il faut croire en soi et on peut y arriver. Voilà. Même si c'est 1000 personnes, c'est comme non. Si vous voulez, il faut y aller. D'accord. Voilà. C'est une question de conviction. Donc, je pense que bon, tout est possible quand on a la foi vraiment et le courage. Exactement. Et surtout que quand on est jeune, c'est vrai que quand on est jeune, on a l'impression que c'est loin, mais en vrai, on a tout le temps pour le faire. Oui. Il suffit de prier Dieu pour avoir la longue vie, la santé, et on y arrive. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes, le parcours, il est quand même pas, c'est pas un long fleuve tranquille, mais on va dire aujourd'hui, vous avez atteint un niveau. Certes, c'est pas l'aboutissement final, mais c'est un bon niveau dans votre parcours. Comment vous regardez votre parcours dans le rétroviseur aujourd'hui? Bon, c'est vrai, c'est vraiment pas un long fleuve tranquille, comme on le dit. Et parce que moi, je peux dire que j'ai eu tous mes enfants étant sur les bancs. D'accord. Donc, j'étais mère et étudiante. Ok. Donc, il faut vraiment savoir mélanger vraiment les deux. Mais quand même, ça va. Malgré tout, bon. Tenir bon. Voilà. Il faut toujours tenir bon, y croire et vraiment crapahuter. Bon, je pense que ça peut aller. Voilà. Quand on sait ce que c'est que l'engagement d'une mère, le temps que ça prend, je vois dans le regard de Madame Tapsoba qu'elle sait ce que c'est. Vous avez toutes les 2-3 enfants. Oui. Et comment on fait? Attends, moi je pense, je saute vite pour revenir à Madame Tapsoba. Quand vous êtes sur un chantier, il vous arrive de partir longtemps, de passer des semaines, de revenir, ou bien vous partez le matin au travail, vous revenez le soir? Oui, je pars le matin et je reviens le soir. D'accord. Oui. Comment les enfants regardent leur mère? En tout cas, avec mes enfants, je n'ai pas de soucis. Ils doivent être fiers quand même de maman. C'est des filles, des garçons? 2 filles, ok. 1 garçon. Donc, les filles sont... Il y en a qui ont envie de faire comme maman ou pas? Il y a des enfants qui disent, moi, je vais faire comme toi. Oui. Ma première fille, elle m'a dit ça. Ah, ben voilà, parce qu'en général, on regarde une mère avec les yeux remplis d'étoiles comme ça. Il y a beaucoup de filles qui vous disent vouloir faire comme vous, madame Yen? Il y a pas mal de filles, voilà, qui me demandent souvent comment est-ce que voilà, ça se passe là-bas. Surtout parmi mes étudiantes, vu que voilà, en plus de travailler à Citara, il y a certains établissements qui ont commencé à intégrer le module du chemin de fer voilà, dans leur formation. Donc quand je vais donner les cours, voilà, ces filles en question, vous sentez de l'enthousiasme en elles, voilà. Elles veulent tout savoir. Souvent, on sort voilà, du cadre même du cours, on discute du quotidien et tout. On dit, ah madame,
comment vous faites et tout avec les hommes qui sont là, ça ne vous dérange pas et tout, comment vous vous débrouillez pour les chantiers de nuit souvent. Je dis non, je dis tout est une question d'organisation et la collaboration, sincèrement, elle se passe très bien avec les autres. Je sais pourquoi j'ai été surprise en entendant cheminot. On a l'impression que le chemin de fer, c'est un moyen de transport qui est passé de mode. Est-ce que c'est juste une impression ou c'est vrai que c'est de moins en moins utilisé? C'est juste une impression. C'est juste une impression. Oui, c'est vraiment juste une impression. Ok. Moi, j'aimerais bien voyager en train. Ça viendra. Je reviens à Madame Nyampa. Alors, quand vous êtes juge, spécifiquement juge pour enfants, c'est quand même une catégorie particulière de la population, les enfants. Comment un enfant se retrouve d'ailleurs à avoir affaire à un juge? Bon, c'est vrai que c'est un phénomène qui est plus que d'actualité. Il y a des enfants même qui sont à risque social. Ça veut dire ceux qui sont en danger, comme on les appelle couramment, ceux qui sont souvent dans les rues ou bien qui sont vraiment dans des conditions un peu difficiles. Donc on les écoute et on essaie de les recadrer. D'accord. Voilà. Il y a des centres d'accueil où on peut vraiment les insérer pour qu'ils ne sombrent pas dans la délinquance. Okay. Il y a aussi ceux qui sont déjà, je dirais, en difficulté comportementale. Je ne veux pas dire délinquant, non, ça ne colle pas avec l'enfance. Ok, d'accord. Non, un enfant n'est jamais délinquant. Il est peut-être en difficulté comportementale. D'accord. Et ces gens-là, bon, ça dépend de ce qu'il a fait. Mais on essaie quand même de le suivre, de le réinsérer. Mais bon, il y en a aussi qu'on envoie carrément aux frais pour un temps donné. Au moins, pour essayer de leur faire comprendre, de prendre conscience. Voilà, la vie, ce n'est pas toujours simple comme ça. Il faut accepter de travailler, suivre pour devenir aussi un adulte de demain. D'accord. Voilà. Et c'est eux qu'on appelle des enfants en difficulté avec la loi ou c'est une autre catégorie? Oui, ce sont les enfants en conflit avec la loi. En conflit avec la loi, voilà. ok. Mais bon, le plus simple, c'est des enfants en difficulté comportementale. C'est le comportement qui a balancé. Enfin, oui, mais ça passe dans la loi. En tant que mère, ça doit quand même être lourd de gérer En tant que mère, ça doit quand même être lourd de gérer des situations d'enfants en difficulté comportementale. Il faut dire même que j'ai toujours aimé travailler aux côtés des enfants, travailler pour les enfants. Oui. Donc c'est vraiment... je tombe vraiment dans ce que je veux. Oui. Et l'enfant, il faut vraiment le comprendre. Se mettre à son niveau et comprendre pourquoi il est ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'un enfant, ça s'éduque. Ben oui. Et je me dis que si l'enfant est devant le juge aujourd'hui, c'est peut-être la faute des parents, de la société, donc notre faute à tous vraiment. C'est partagé, ce n'est jamais l'enfant tout seul. Donc il faut vraiment le comprendre, comprendre son contexte et même son environnement avant. Voilà, tout homme, pour le juger, il faut connaître son histoire. C'est important. Sinon, c'est un jugement vraiment qui n'est pas forcément objectif. Voilà. Et comment j'entends, j'ai l'impression que vous essayez également d'intervenir en amont pour éviter d'en arriver à un jugement qui puisse amener un enfant en prison. Oui. Il y a beaucoup de centres d'accueil comme ça, il y a des partenaires, donc il y a quand même des centres... Donc en tant que juge, vous intervenez dans les centres d'accueil déjà pour essayer de comprendre la situation que vivent ces enfants? Pour placer même les enfants. Ok. Voilà. Quand on voit que c'est un enfant à risque social, bon, souvent il y a les parents même qui font les demandes. Il y a des parents qui voient que l'enfant, franchement, je n'arrive pas à le gérer. Donc, il y a des parents qui viennent pour demander des conseils. Et on leur dit qu'il faut faire une demande, s'adresser au président du tribunal. Et peut-être lui, il va affecter maintenant au juge des enfants qui va essayer de traiter avec le concours de l'action sociale. D'accord. Voilà. Je vais poser une question qui fait un peu cliché, mais est-ce que vous considérez que être femme rend ce travail avec les enfants plus facile ou plus difficile? C'est plus facile, je pense. Bon, être parent, logiquement, il faut penser que l'enfant, ça peut être aussi l'enfant de l'autre, mais l'enfant même de sa personne, on en sait. En tant que mère, je pense que c'est encore plus simple. D'accord. Voilà. Et vous collaborez avec plus de femmes ou d'hommes? Et bon, c'est nous, on ne trie pas. Hein. Il y a des femmes, il y a des hommes. Ok, d'accord. Voilà. Donc, pour revenir justement à certaines réalités au quotidien de votre travail, et pourquoi pas, si d'aventure vous avez envie de partager des expériences en particulier avec nous, on est preneur. Si vous avez une expérience particulière qui vous a marqué, que vous souhaitez partager avec nous, avec les étudiants, avec les téléspectateurs, n'hésitez pas. Dans le cadre du travail ou bien, bon, peut-être au campus, et sinon le travail particulièrement. Oui, au campus, allez-y. Bon,
Bon, le travail, par moi, généralement, c'est vrai qu'il y en a qui étaient un peu réticents. Quand on voit que le juge, c'est une femme, il y en a qui pensent que les femmes sont compliquées. Et je me souviens qu'à Bobo, parce que j'étais à Bobo avant de devenir avocat, il y a un qui était venu devant moi avec son dossier. Et quand j'ai fini de traiter, il m'a dit, sincèrement, madame, je veux vous dire quelque chose. Quand je suis arrivé au secrétariat et qu'on m'a tendu le papillon, j'ai vu le nom d'une dame. Je suis rentré pour négocier avec le secrétaire. Est-ce qu'on ne peut pas changer le nom du juge? Le secrétaire dit non. Le secrétaire a refusé. Parce qu'il s'attendait à voir quelqu'un qui a dit que non, lui n'aime pas trop. Les femmes sont souvent compliquées. Non, ce sont des préjugés. Quand même, il faut venir. Oui. Et avant maintenant de me condamner. C'est ça, justement, Oui, parce ça. Que quand on ne sait pas, on ne peut pas savoir. C'est ça. Mais c'est vrai que souvent, on dit facilement que les femmes sont difficiles, qu'elles mettent de l'émotion dans leur façon de travailler, qu'elles considèrent, bref, malheureusement, il y en a qui disent qu'elles fonctionnent aux hormones, selon et en fonction. Est-ce que c'est une remarque qui vous est déjà tombée dessus, Madame Yen? Non. Jamais, tranquille. Tranquille, jamais. Super. Alors, à présent, moi, j'ai posé suffisamment de questions. Vu que je ne suis pas seule à faire cette émission, je vais passer la parole à mes co-animateurs, qui sont les étudiants de SUF Jeunesse et de l'IFERMIC, pour échanger avec vous. Donc, on va d'abord donner le micro à Brice Fonnuti, qui a une question. Bonsoir. Bonsoir. Ma question s'adresse à Madame Niampa. OK. Voilà. Alors, j'aimerais savoir s'il faut, en réalité, à tout prix, respecter le quota genre, même s'il n'y a pas de compétences disponibles ou intéressées par un quelconque poste à pouvoir. Voilà. C'est vrai que c'est une loi spécifique. Et en tant que loi, la loi est faite pour être respectée, en principe. Et j'irai même plus loin, quand on parle de quota genre, on a dit que c'est en faveur des deux sexes. C'est pas que c'est pour la femme. Et il y a des fois même où je m'interroge, est-ce que ce quota-là même nous avantage, nous arrange vraiment? Quand on dit qu'on veut 150 personnes, dont 50 femmes, est-ce que c'est en faveur de la femme ou c'est en défaveur de la femme? Qu'est-ce qui prouve que s'il n'y avait pas cette limite, il n'y aurait pas eu 100 femmes? Moi, je m'interroge. Voilà. Donc, moi, je dirais que c'est en faveur des hommes. C'est vrai que quand on regarde au premier abord, on se dit oui, donc on donne la chance à 50 femmes, mais en fait, s'il y a 200 femmes qui ont la possibilité d'occuper le poste et qu'on a fixé à 50, est-ce qu'on ne limite pas leur chance? Vous voyez que c'est un peu transversal. Voilà. Est-ce qu'on reconsidère sa question? Je parie qu'il n'avait pas vu ça sous cet angle, Brice. Oui, c'est clair. Parce que généralement, lors des nominations au niveau des postes ministériels, et le président généralement dit que bon, dans ce programme, il a promis 30% de postes aux femmes, mais il peut, pour ma part bien sûr, il peut s'avérer que bon, s'il y a 70% des postes qui sont mérités par les femmes, autant mettre les femmes. Il faut en réalité mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà. Si les femmes, s'ils voient qu'en fait c'est 10% de femmes qui peuvent rester dans le gouvernement pour faire bien son travail, autant mettre ces 10%, pas de fixer une contrainte en fait qui peut un peu empiéter sur en fait la qualité du travail. Ok. Merci beaucoup, Brice, qui a son point de vue très intéressant sur le quota genre. Et du coup, j'ai envie de savoir, idéalement pour toi, ça serait quoi? Qu'on oublie ce quota genre et qu'on mette les bonnes places aux bonnes personnes, ou en fonction de la situation, qu'on pense quand même au quota genre? Bon, vu les réalités actuelles, particulièrement dans notre pays, je pense qu'on a intérêt même à mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Hommes comme femmes. Hommes comme femmes. S'il y a 70% de femmes qui sont capables, on les met. Si c'est les hommes, on les met. D'accord. Merci beaucoup. On peut applaudir pour Brice, s'il vous plaît. Et on revient à Miss Ouedraogo Carole. Ma question se pose... Micro. Pardon. Ma question s'adresse à Madame Yen. En tant que femme, existe-t-il des facteurs qui rendent difficile l'exercice de votre fonction? Quelle a été votre motivation pour pouvoir Embrasser le métier. Voilà, exercer ce métier? Ok, merci bien, mademoiselle Carole.
Oui, en tant que femme, il y a forcément des facteurs qui rendent difficile l'exercice de ce métier. Déjà, la condition de femme pour un métier de ce genre n'est pas évidente. C'est ça. Parce que, par exemple, quand tu dois partir pour une semaine sur un chantier où il n'y a pas de toilette forcément, oui, il n'y a pas d'endroit pour prendre de bain forcément, tu vois déjà que la condition de femme peut être déjà un souci. Mais il faut faire avec, il faut s'adapter. Et c'est d'ailleurs à travers cette adaptation que tu vas prouver que tu peux aussi. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que j'ai vraiment répondu à ta question? Bon, je voudrais plus être éclairée sur le fait que votre genre, vous avez eu des difficultés par rapport avec des hommes dans l'exercice de votre fonction. Est-ce que avec les hommes, il y a eu un problème? Particulièrement avec les hommes, je n'ai pas eu de problème. Je disais tout à l'heure à Madame Stéphanie qu'au contraire, j'ai eu un accompagnement des hommes. Sincèrement, ils ont été formidables et jusqu'à présent, ils le sont toujours. Ils m'accompagnent au quotidien, vu que c'est l'expérience qui parle dans ce domaine. Voilà, j'ai dit tout à l'heure, on n'apprend pas ça à l'école, on ne vient pas déjà avec la connaissance du chemin de fer, on vient et on apprend sur place. Et du coup, il faut chaque fois s'accrocher au dévancier et apprendre au jour le jour. Il ne faut jamais se dire que non, je suis ingénieur, je suis venu avec mon bagage intellectuel et tout. Si tu fais ça, je pense que tu vas te casser la figure. Oui, il y a des gens qui ne sont pas ingénieurs, mais à travers l'expérience, ils ont appris et ils maîtrisent mieux ce domaine. Et donc, il faudrait mieux s'approcher de ces personnes-là. Composer avec ces personnes-là. Exact. Collaborer avec ces personnes-là et apprendre d'elles. Du coup, sincèrement, je n'ai jamais eu de problème avec quiconque dans l'exercice de mon métier. J'ai quand même envie de revenir un peu sur le premier volet de la question de Carole pour savoir. C'est clair qu'en tant que femme, en fonction des conditions et on le sait aussi souvent en termes d'état physique, on peut ne pas forcément être au top niveau de sa forme pour travailler. En ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prendre sur soi, s'adapter et prouver qu'on est capable, ou est-ce qu'il faut demander qu'il y ait un minimum de conditions parce que quand même, on a un certain nombre de besoins qui diffèrent des besoins des hommes? Oui, effectivement. Mais au début, quand moi je suis arrivée, vu qu'il n'y avait pas d'autres femmes, voilà, c'est ça. Et il y a plus souvent... Personne n'y a jamais pensé, en fait. Souvent, j'ai dû prendre sur moi, voilà, et puis faire avec. Et puis, souvent, il y a des situations qui sont assez difficiles. Voilà, tu te retrouves dans des endroits où c'est pas du tout aisé. Voilà, tu fais 2 jours sans prendre une douche. Voilà, 3 jours sans prendre une douche. C'est pas simple, voilà, en tant que femme. Voilà, mais tu fais avec, voilà. Mais au fur et à mesure que d'autres femmes ont intégré, voilà, le milieu, surtout la direction d'où je viens, voilà, on a commencé à penser un peu, voilà, aux femmes et tout. Du coup, voilà, on a commencé à aménager, voilà, un peu plus de conditions, voilà, favorables, meilleures pour ces femmes-là. Voilà, donc je pense que maintenant, on a compris que, bon, même si nous exerçons dans un milieu d'hommes et tout, il y a quand même certaines conditions, voilà, qu'il faudrait mettre à notre disposition pour pouvoir bien faire notre travail également. D'accord. Alors, à présent, c'est au tour de Tankwano Brigitte de poser sa question. Bonsoir. Bonsoir. Ma question s'adresse à Madame Niampa. Rapprochez-le. Je dis ma question s'adresse à Madame Niampa. D'accord. Ok. Dans un contexte où on parle d'émancipation, la soumission de la femme a encore sa place de nos jours. Okay. Question. Merci bien. La question. Brigitte, oui, c'est vrai que bon, souvent on parle d'émancipation, mais qu'est-ce qu'on met dans le mot émancipation? Maintenant, si je pouvais comprendre, ce que vous appelez émancipation, c'est quoi? En fait, pour
Moi, ma question, c'était, comme vu au regard de nos jours, on remarque que le nombre des divorces sont est élevé. Donc, je voudrais vraiment savoir pourquoi. Est-ce que les divorces sont, selon toi, liés au nombre, enfin, à cette notion d'émancipation de la femme? Est-ce que c'est ça qui est la raison première des divorces? Justement, oui. Ok. Bon, je ne sais pas si on met le contenu de émancipation de la femme, parce que c'est un sujet vraiment très discuté encore et encore, mais quand même, c'est de savoir. Oui, c'est vrai que le taux de divorce est très élevé en ce moment. Mais bon, au fait, je ne vois pas trop le lien avec l'émancipation. Est-ce qu'elle veut dire que c'est l'émancipation qui est la cause des divorces? Je pense qu'elle se pose la question. Parce qu'aujourd'hui, quand on écoute, les gens disent « Ouais, mais les filles qui ont fait l'école là, elles savent trop, elles connaissent leurs droits, elles veulent plus être soumises. Dans un navire, il n'y a pas deux capitaines, c'est pour ça que les mariages ne marchent pas. » C'est souvent des discours qu'on entend. Donc elle, en tant que jeune fille, elle se demande est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'une femme peut avoir un minimum de droits, exercer un métier, avoir une certaine liberté de mouvement dans la société et rester soumise à son mari quand on sait que ça aussi, souvent, c'est contraignant vis-à-vis de ses engagements professionnels? Est-ce que c'est compatible aujourd'hui, une femme active et soumise? Moi, je dirais que dans le mariage, c'est plus le respect mutuel. D'accord. Voilà. Il faut que quand même il y ait le respect de part et d'autre. Sinon, bon, quand on parle du niveau de tir, moi, je ne vois pas en quoi le niveau de tir peut impacter sur la vie en couple. Et même le divorce, ce n'est pas forcément celles ou ceux qui ont fait des hautes études. Hein. Tout le monde est dedans. Voilà, donc bon, ce n'est pas une question d'études. Mais il faut comprendre que la famille, c'est comme on nous a toujours dit à l'école, hein, le foyer, c'est le lieu par excellence du non-droit. Parce que chaque fois que le droit vient en famille, ça veut dire là où il y a le droit, il n'y a plus de famille. Et là où il y a la famille, le droit ne doit même pas venir là-bas. Effectivement, quand on parle de droit en famille, bon, ça devient un sujet de beaucoup de discussions. Papier longueur, comme le dirait quelqu'un. Quand on parle de droit en famille, soit c'est la question d'enfance, la question de divorce, la question d'héritage peut-être. Oui, il y a toujours un problème quand le droit s'invite dans la famille. Sinon, en principe, chacun prend sa route. Oui, c'est vrai qu'il y a un minimum de... Bon, chacun, il y a les droits et les obligations. Les gens parlent plus de droits, mais quand même, il y a des obligations aussi liées au mariage. D'accord. Voilà. Donc, chacun c'est le respect mutuel que moi, je prône. Et même quand on parle, oui, je connais mes droits, non. Il faut prouver que vous connaissez vos droits en faisant vos devoirs. Là, c'est encore plus simple. Le respect sera mutuel et le couple peut perdurer dans le temps. Parce que le droit n'efface pas les devoirs. C'est ça. Et il y a toujours des devoirs de part et d'autre. Moi, j'ai quand même envie de surfer sur la question de Brigitte pour savoir. Aujourd'hui, en général, quand une femme embrasse un métier ou choisit de suivre une carrière qui est plus ou moins à long terme, on a tendance à lui demander comment tu gères avec les enfants, comment tu gères avec le mariage. Question qu'on ne pose pas souvent aux hommes. Pourquoi est-ce que c'est à la femme en général que cette question est adressée? Parce que quand on dit comment on gère vie de famille et vie professionnelle, c'est rarement à l'homme qu'on pose cette question. Comment ça se fait? Ça, c'est parce que bon, dans nos sociétés, ce sont les femmes qui sont les plus proches même des enfants. Mais maintenant, je pense qu'il y a des situations où bon, les hommes sont quand même là, ils sont quand même présents, même si ce n'est pas la majorité. Mais c'est vrai que ce n'est pas souvent simple d'être femme, bon, mère et puis aller au travail. C'est vraiment, c'est pas simple. C'est une triple casquette à porter au quotidien. Mère, professionnelle, épouse, et ça sent, il n'y a rien qui remplace l'autre. Mais s'il y a quand même une complicité avec l'époux, bon, souvent on peut y arriver, même pour déposer les enfants à l'école. Bon, lui, il peut prendre les enfants, vous les lavez, bon, monsieur envoie les enfants à l'école. Souvent, on s'entraide comme ça. Organisation. Voilà. C'est le maître mot. Voilà. Mais si on abandonne tout à la femme, c'est clair qu'elle peut souvent avoir des difficultés pour y arriver. Donc, il faut vraiment l'accompagner. Et moi, je prône même la complémentarité dans le couple. Oui, parce qu'il y a mon professeur Laurent Bado qui dit que quand on met les deux pédales d'un vélo au même niveau, le vélo s'arrête. C'est clair. Ouais, le foyer, c'est comme ça. Ça doit tourner. Il y a des fois où il faut faut essayer, ce n'est pas forcément la raison, mais il faut chercher plus la paix du cœur. Qu'est-ce qui peut arranger le couple? Sinon, moi j'ai raison. Non, on peut avoir raison, mais bon, pour l'intérêt de la famille,
Je ne dis pas de se taire, non. Et bon, il y a des choses qu'on peut laisser passer, pas forcément toujours revendiquer. Voilà, donc il faut vraiment que vous soyez complémentaires et ça va quoi. Sinon, si chacun veut réclamer ses droits dans le couple, ça va être compliqué. Voilà, donc c'est mieux que chacun fasse ses devoirs et les droits vont venir naturellement. D'accord, voilà. C'est bon. Merci. C'est bon, Brigitte ou... C'est bon? D'accord, ok. Eh bien, on va passer le micro à Miss Yembone Nafissatou. C'est bien cela? Oui, merci. Bonsoir. Bonsoir. Ma question s'adresse à Madame Tapsoba. D'accord. J'aimerais savoir si vous subissez de la discrimination étant femme dans un métier qui jusque-là est exercé par les hommes. Est-ce qu'il vous arrive que parce que vous êtes femme, on vous refuse des choses ou qu'on vous rende le travail plus difficile? Merci beaucoup, mademoiselle, pour la question. Bon, dans mon métier, j'ai jamais eu de soucis. Dans la confiance. Je travaille au milieu des hommes. Ils m'encouragent. Vraiment, quand un homme passe et puis il me voit sur la machine, il s'arrête, me regarde, il me dit, madame, vraiment... Félicitations. Félicitations. Donc, sur les chantiers, je n'ai jamais eu de soucis. Toutes les hommes m'encouragent. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres femmes avec vous sur le chantier? On a quelques femmes, mais ce n'est pas les mêmes engins qu'on conduit. D'accord. Donc c'est complémentaire, chacune a... C'est la chargeuse qui conduit. D'accord. Quand vous êtes arrivé au chantier, vous avez trouvé des femmes qui étaient là avant vous? Oui. Et comment elles ont vécu l'arrivée, les premières femmes? Est-ce qu'elles ont été très bien reçues comme Madame Yen ou c'était un peu plus difficile? Elles m'ont dit qu'eux n'ont jamais eu de soucis. D'accord. Ouais. Vraiment, c'est un métier, il n'y a rien de sorcier dedans. J'encourage vraiment les femmes dans ce domaine. Ouais. Aujourd'hui, quand même, de l'expérience de chacune de vous trois, moi j'ai le sentiment que les lignes bougent très clairement. Est-ce que je me trompe en disant ça, Madame Yen? Non, vous ne vous trompez pas parce que je pense que maintenant, les hommes ont compris que les femmes également peuvent intégrer les métiers qui auparavant n'étaient destinés qu'à eux. Et je pense qu'il n'y a pas une sorte de rivalité. Voilà, quand on intègre ces métiers-là, je parle de ma propre expérience. Bon, je me base également sur l'expérience de Madame Tapsoba. Je pense qu'il n'y a plus une sorte de rivalité. Voilà, au contraire, c'est un accompagnement. Voilà, ces hommes-là nous accompagnent afin que on puisse s'intégrer dans ce domaine-là. Voilà. Alors moi, je m'adressais à Madame Nyamba. C'est vrai qu'aujourd'hui, elles ont cette expérience-là parce que les secteurs où on ne voyait pas de femmes aujourd'hui, c'est une fierté, par exemple, pour un chef d'entreprise de dire dans mon service ou dans mon entreprise, on a des femmes qui occupent tel poste, tel poste, tel poste. C'est quand même assez valorisant. Maintenant, est-ce que c'est une réalité dans tous les secteurs? Parce que quoi qu'on dise, dans les milieux où on n'a pas un regard en se disant ça c'est un milieu d'hommes, les femmes ont quand même des difficultés. On parle souvent de harcèlement, on parle de droit de cuissage, on parle de ceci, on parle de cela. Est-ce que dans les secteurs où personne ne regarde parce qu'on se dit bon ça va, les femmes évoluent aussi bien que les femmes, tout va bien? Ok, bon, j'espère avoir compris la question. Et les métiers là où il n'y a pas de femmes, selon vous dire? Non, les métiers là où il y a des femmes. Est-ce que là-bas, les femmes, on la vie aussi facile que là où il n'y a pas beaucoup de femmes où on les pousse? Bon, je pense qu'elles sont mieux placées pour répondre à cette question. Mais quand on me parle de droit de cuissage, de quoi, tout dépend de la personnalité de la femme qui y est. Ouais. Parce que si elle est là, par conviction, par compétence, il n'y a pas de raison qu'elle ne passe pas des souterrains pour y arriver. Voilà. C'est une question de dignité, de conviction et de personnalité. Ça veut dire qu'on vous regarde, pour faire ça, il faut regarder la personne que vous avez en face. Voilà. Si vous prêtez le flanc, c'est comme ça. C'est nous, on dit que quand tu te transformes en herbe, les chèvres vont te brouter. Donc, c'est ça, il faut éviter de devenir l'herbe. Voilà. Alors, on a tendance à dire, en tout cas une femme qui choisit son métier, qui la vit avec passion, qui décide d'y aller, peu importe ce que la société dira, si derrière elle a de l'encouragement, tant mieux.
Si on ne l'accompagne pas forcément, elle va prouver qu'elle a fait un choix qu'elle est capable d'assumer. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que la condition de la femme a changé, certes, mais est-ce qu'on est vraiment dans une situation où on ne regarde pas une femme dans un métier comme étant une femme dans un métier, mais comme étant un professionnel dans un secteur? Est-ce qu'on en est là? Peut-être que je ne... Par exemple, si on prend l'exemple de Madame Yen, elle est femme ingénieure chez Citaraï. Est-ce qu'aujourd'hui, on la considère comme femme ingénieure ou comme ingénieure? Est-ce qu'on en est arrivé au point où on peut dire que c'est plus le profil que le genre pour ce qui concerne la femme? Et ça, c'est vraiment au cas par cas. Je ne peux pas répondre par oui ou par non, comme ça dépend vraiment des milieux. Sinon, il y a une batterie, même des tests, qui fait la promotion des droits de la femme. Mais malheureusement, j'ai comme l'impression que les femmes manquent de confiance en soi. Elles se demandent, est-ce que c'est peut-être ça le souci? Sinon, bon, logiquement, il y a beaucoup de postes là où les femmes vraiment peuvent... voilà. Donc, mais bon, souvent, c'est le manque de confiance, l'hésitation. En fait, on est en train de balancer, est-ce qu'on va y arriver? Sinon, moi, particulièrement, qu'on m'appelle ingénieur femme ou ingénieur tout court, peu importe. L'essentiel, qu'elle prouve qu'elle a mérité là où elle est et qu'on peut compter sur elle. Voilà. D'accord. OK. Alors, Madame Tapsoba, en tant que mère, épouse, qu'est-ce que vous dites à vos filles? Est-ce que vous leur dites que vous faites un travail particulier? Est-ce qu'elles voient que vous faites un travail particulier? Est-ce qu'elles ont l'impression que leur mère fait un travail différent des autres mères? Oui, mes enfants sont au courant de ça. Il y a eu quelques fois, même j'ai amené mon fils sur le chantier. D'accord. On a travaillé jusqu'à le soir ensemble. Et il a vu que maman travaillait avec beaucoup d'hommes. Il était vraiment content ce jour-là. L'appareil que maman conduit ressemble à un jouet. C'est des jouets grandeur nature. Et comment les autres ont reçu la visite du jeune Tapsoba au travail? Comment vos collègues ont réagi? Bon, ils ont dit vraiment, tu vois ta maman comme elle est en train de se battre. Elle est vraiment une femme battante, elle est courageuse, hein, tu vois. Et puis, il était content. Ouais, il était vraiment contente. Ok, ben, ça fait plaisir, franchement. C'est vrai que ça, je pense que c'est une expérience que tout le monde devrait avoir à vivre. Ça, se rendre compte de comment on est apprécié par son entourage, comment on est apprécié par ceux avec qui on évolue au quotidien, avec qui on travaille. Et aujourd'hui, quand on parle de 8 mars, de droits de la femme, d'émancipation de la femme, on en parlait tantôt. Qu'est-ce que ça vous renvoie, Madame Yen, aujourd'hui, quand on parle de 8 mars, d'émancipation des droits de la femme? Ok. Quand on parle de 8 mars, selon moi, ça renvoie à cette égalité entre l'homme et la femme. Voilà, surtout dans le milieu professionnel. Voilà, parce que je pense que le 8 mars, les pionnières du 8 mars ont lutté pour l'égalité des droits, voilà, des femmes, du droit de la femme, je pense, au vote. Voilà, le droit de vote au départ. Voilà, le droit de vote et tout. Voilà, donc je pense que le 8 mars, c'est plus pour cette égalité des hommes et des femmes, voilà, dans le milieu professionnel. Parce que, bon, comme l'a dit Madame Nyampa, dans le foyer, bon, c'est un peu difficile, voilà, de parler de cette égalité, voilà, mais c'est plus voilà, un respect, voilà, mutuel, une complémentarité. Voilà, donc voilà un peu ce que je perçois voilà, dans la commémoration de cette journée, voilà, du 8 mars. Madame Nyampa, on parle souvent d'équité, on parle souvent d'égalité. C'est quoi la nuance entre ces deux mots? Bon, l'égalité, c'est vraiment, bon, quand il y a cette image souvent quand on parle d'équité ou d'égalité, et genre quand on prend deux personnes qui ont la même taille, ça veut dire si on, je ne sais pas comment dire,
Je vois votre image. Attends, Voilà, je vais essayer. Voilà. Alors, on a 3 personnes de tailles différentes qui sont sur un tabouret de la même hauteur. Voilà. Donc, s'ils doivent regarder à travers un mur, enfin, le plus petit ne verra toujours pas, alors que le plus grand, il est très grand. Alors que si on fait en sorte qu'ils aient la même hauteur pour tous voir à travers le mur, ça c'est l'autre image. Oui. Ça c'est l'équité. C'est l'équité. L'égalité, c'est quand ils sont tous au même niveau, peu importe le niveau de départ de chacun. Donc forcément, la différence continuera de se sentir. C'est ça. Donc, c'est ça l'image. Celle qui a la taille moyenne, il faut peut-être trouver un tabouret pour que la personne aussi puisse voir à travers le mur. C'est ça maintenant l'équité. Ça veut dire que ce n'est pas forcément... égalité, non, mais c'est inéquité, ça veut dire que ça dépendra, c'est l'accompagnement en fait. Voilà. Donc l'équité, c'est un peu rééquilibrer les forces. Voilà. Alors que l'égalité, c'est donner les mêmes chances à tout le monde, peu importe tes capacités de départ, peu importe tes conditions et tes moyens de départ, avancer. Effectivement. C'est pourquoi j'ai toujours eu, quand on parle de classement et en milieu scolaire, on dit non, on a primé les meilleurs, non? J'ai dit non. Avant de les classer par ordre de mérite, il faut d'abord les classer par, je dirais même, classe, hein, c'est classe sociale ou c'est comment, ça dépend. L'enfant du bourgeois qui a des maîtres de maison, qui est encadré, vous voulez le comparer à l'enfant du paysan, c'est souvent compliqué. Est-ce que des deux, c'est qui est meilleur? Donc moi, je pense que ça, il faut repenser ça. Parce qu'on brime souvent les plus courageux. Ne dit-on pas que si on doit juger un poisson à sa capacité de voler, il sera nul? C'est ça. Sinon, on ne peut pas, c'est pas possible. Bon, c'est vrai que c'est toujours les mêmes personnes qui sont primées. Non, il faut accompagner ceux aussi qui sont de la classe moyenne pour qu'ils arrivent quand même un peu devant. Je ne sais pas si vous avez suivi la réaction des étudiants quand vous avez parlé. Quand vous avez parlé d'abord, avant de noter, il y en a qui se sont dit, il faut reconsidérer ma moyenne en classe. C'est ça. Ils ne sont pas sur les mêmes pieds d'égalité. Voilà. Alors aujourd'hui, il y en a qui sont, il faut le dire hein, très clairement, et on va d'ailleurs le voir si on fait un tour sur les réseaux sociaux, il y en a qui se disent que les femmes se trompent de combat quand on parle de 8 mars. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui qu'il n'y a plus de raison de se battre pour les droits de la femme? Bon, quand on dit que les femmes se trompent de combat, ça dépend de ce qu'on met dans le 8 combat mars. En question. Oui. Si le 8 mars se résume à des djangoba, à des quoi, ben, moi je vois que c'est un combat perdu d'avance. Ça devait être en tout cas une grande journée pour réfléchir sur l'autonomisation de la femme, la condition même de la femme de façon générale, mais pas pour des festivités. Moi je pense que ça c'est vraiment... on a dépassé ce stade il y a longtemps. Voilà. D'accord. Il faudrait que quand même... mais moi je dirais que même pour parler de la femme, je plaide toujours pour qu'on mette les filles à l'école, qu'on les maintienne à l'école. Et on va y arriver naturellement. Parce que le nombre de femmes dépasse le nombre d'hommes. C'est ça, voilà. Exactement. Donc c'est souvent l'accompagnement qui manque. Donc il faut accompagner les femmes. Travailler sur l'équité. Voilà. Et elles vont y arriver naturellement. Oui. Donc moi j'ai envie de citer Madame Tapsoba comme exemple. Hein. On va dire que ça ne l'a pas arrêté. Aujourd'hui, Madame Tapsoba, est-ce que vous parlez à des jeunes filles qui aujourd'hui disent « Moi, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, mes parents n'ont pas les moyens ». Mon mari ne veut pas que je travaille. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces femmes-là? Le conseil donc, que j'ai pour ces femmes-là, une femme doit vraiment se lever pour se battre. Quand il y a d'autres qui disent que mon mari ne veut pas que je travaille, il faut dialoguer avec eux, négocier avec eux, avec la compréhension, puis te laisser travailler. La solution, c'est la négociation, comme on le dirait toujours. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais poser cette question aux garçons qui sont dans le public. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un couple, un homme peut se payer le luxe, je vais vraiment le formuler comme ça à dessein, de dire que sa femme ne travaille pas? Est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de vivre avec un seul salaire dans une famille, les garçons? C'est une question très tendancieuse. Hein? Vas-y. Voilà, merci. Quand on parle de couple, il faut parler de complémentarité. S'il arrive que la femme ne travaille pas, et c'est l'homme qui travaille, qui a le salaire, et doit tenir en compte la femme. Puisque quand on a envie de se marier, on doit être capable de prendre en charge la femme
de toute la famille. Voilà, ça, c'est mon opinion. Maintenant, est-ce que je poserai la question ou pas? Je jette un regard vite fait à la régie ou pas. Si d'aventure, c'est la femme seule qui travaille. Si c'est la femme seule qui travaille, il y a un petit souci. Il y a des femmes qui Pourquoi ça devient un souci? Puisqu'il y a des femmes qui ne sont pas... De toutes les façons, tu es dans la rangée où tu es le seul garçon. Oui. Donc, finis de parler. D'accord. Donc, si c'est la femme seule qui travaille, il y a un problème. Pourquoi? Puisqu'il y a des femmes qui ne sont pas faciles. Okay. Elles disent que si tu m'amènes, elles disent à l'homme, si tu m'amènes chez toi, c'est que tu es capable. Donc, ce n'est plus la peine que j'utilise mon salaire pour soutenir la famille. Donc, les femmes pensent généralement à soutenir leur propre famille, leur famille d'origine. D'accord, que la famille du garçon et la famille qu'ils ont construit ensemble. Oui. La voisine de Carole va réagir quand même à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire, parce qu'on a l'impression, moi j'ai juste l'impression en entendant ça, que la femme c'est un être égoïste. Quand on choisit de se mettre ensemble et de construire. Parole. Si, parce qu'elle réagit en off, mais elle va réagir en in. Comment on s'appelle? Mouniratou Dipama. Mouniratou Dipama. Oui. D'accord. Si c'est la femme seule qui travaille, est-ce qu'il y a un problème dans le couple? Bon, selon moi, je ne trouve aucun problème. D'accord. Donc, elle peut très bien être la seule à travailler. Voilà. Et puis subvenir aux besoins de la famille. Bon, dans toute chose, c'est la communication. Et bon, je ne trouve pas de problème à ça, quoi. Les garçons, vous avez entendu? Si seulement toutes les femmes pouvaient penser comme elle. Brice? Si seulement toutes les femmes pouvaient penser comme elle, voilà, il n'y aura pas de souci, quoi. Si toutes les femmes pouvaient penser comme elle. D'accord. Dans la tradition, bon, beaucoup de filles pensent qu'en fait, le foyer, surtout l'aspect financier, c'est à l'homme de gérer. D'accord. Voilà, il est venu me doter d'abord, donc bon, il a cette lourde responsabilité en fait, entre griffes, qui est un peu sous-entendu de s'occuper de moi et de notre petite famille. Voilà, donc du coup, même si nous deux nous travaillons, moi mon salaire, c'est-à-dire le salaire de la femme, est réservé spécialement et spécifiquement, généralement pour sa famille. Spécialement, spécifiquement et généralement. D'accord. OK. À elle et à sa famille. Maintenant, c'est à l'homme maintenant de se battre vraiment pour le reste. Voilà, pour le reste. C'est ce qu'on a l'habitude de voir. Ça, c'est ce que, voilà, de votre position et de votre ma position. Okay. Voilà, mais maintenant, bon, si tout le monde pouvait penser comme Mademoiselle Dipama, je pense que le monde sera encore plus beau à voir. Mais je pense que les filles qui sont sur le plateau, elles pensent comme Mademoiselle Dipama ou pas? Apparemment, Brigitte ne pense pas pareil. Ça reste à vérifier. Bon, bref, c'était une petite digression. Je reviens à mes invités. Alors, à la lumière de ces réactions, Madame Nyampa, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'en vrai, ils l'ont dit sur ce plateau, mais c'est un discours que l'on entend, que ce soit dans les discussions en ville, que ce soit sur les réseaux sociaux, c'est des discours qui reviennent et qui justement contribuent à dire qu'aujourd'hui, la femme, elle travaille pas, ça ne change rien. Et à ces personnes, on a envie de dire, c'est quoi l'intérêt pour une femme de travailler aujourd'hui? Merci pour la question. Bon, il faut dire qu'avant, on parlait de la puissance paternelle. C'est l'homme qui était le chef de ménage. Mais maintenant, notre code des personnes et de la famille actuelle parle d'une gestion conjointe de la famille. Okay. Ça veut dire que c'est ensemble que vous devez gérer la famille. Donc, la femme peut bien penser à ses parents, mais il y a aussi la famille qui est là. Parce que le mariage, c'est aussi un engagement. Voilà, c'est une union. Et quand vous êtes unis, ça veut dire que vous formez une personne. Et il n'y a pas de raison qu'ils gardent tout pour... bon, je ne dirais pas ses parents, ce n'est pas aussi vérifié. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui s'occupent de leur famille. De leur famille, oui, exactement. Mieux souvent même que les hommes qui empochent leur argent pour aller distribuer à je ne sais qui. Oui. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a en votre? C'est le manque de confiance. Tant qu'il n'y a pas de confiance dans le couple, c'est compliqué. Ça veut dire on se regarde comme ça.
on trouve à l'homme un fonds de commerce, bon, il faut soutirer tout ce qu'il a, alors que non. C'est pas comme ça, c'est la confiance mutuelle. Ça. On se comprend. Ça veut dire que le jour que la femme aussi sera en difficulté, l'homme doit être à même de l'aider. Mais si elle dépense tout, et demain on vous demande, ah, moi je n'ai rien, moi je n'ai... Donc demain, elle aussi elle va garder pour ne pas avoir à demander. Donc tout ça, c'est vraiment un manque de confiance, j'allais dire. Voilà. Sinon, c'est la cause, c'est ensemble que vous devez gérer la famille. Voilà. Madame Tapsoba, pourquoi vous avez choisi de travailler? Vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est comme je vous ai dit au début, là, j'ai beaucoup aimé ce domaine depuis que j'étais petite. Mais si vous aviez à choisir entre travailler et rester à la maison, vous occuper des enfants, pourquoi aller travailler? Bon, parce que je n'ai pas envie de m'asseoir comme ça, bras croisés. Mon mari va sortir chercher, amener. Bon, moi aussi, j'ai vu que c'est pas bon. J'ai dialogué avec lui, il dit il n'y a pas de souci. Il faut quand même avoir un apport pour qu'ensemble, on arrive à construire quelque chose. Je vais poser la même question à Madame Yen. C'est quoi l'intérêt aujourd'hui pour une femme de travailler, d'avoir une carrière, d'avoir une vie professionnelle? Ok, merci. Comme le dit un adage amoré, une main ne ramasse pas la farine. Okay. C'est ça, exact. Donc je pense que une main, oui, tu peux essayer de ramasser la farine, mais ça sera très lent. Voilà. Alors qu'avec deux mains, on ramasse plus rapidement. Ça, c'est clair. Voilà. Et je pense que toutes les femmes qui ont la possibilité de travailler aujourd'hui doivent le faire. Et comme on le dit, il n'y a pas de saut métier. C'est ça. Voilà. Même si c'est un commerce, voilà, tu n'as pas fait de grandes études, le travail n'est pas lié forcément aux études. Voilà, c'est ça. Donc, trouve quelque chose à faire. Voilà, exerce quelque chose qui peut te permettre de soutenir ton homme dans la gestion de la famille et également de soutenir tes parents, voilà, qui ont tout fait pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Voilà, donc je pense que déjà... moi, je n'avais pas le choix. C'est ça. Je pense que je n'avais pas le choix. Il fallait que je travaille et tout. Voilà, déjà, de par ma personnalité, je me voyais très mal, voilà, assise à la maison, les bras croisés et attendre tout, voilà, de mon mari. Ça, c'était même pas imaginable pour moi. Donc, il fallait se lever, sortir et trouver. Oui, il fallait trouver quelque chose. Il paraît que c'est épanouissant pour une femme de travailler. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est très vrai. D'accord. Oui, parce que déjà, quand on regarde la condition des femmes au foyer, il y a souvent une certaine frustration qu'on ressent. Voilà, surtout, comme l'a dit Madame Nyampa, quand le monsieur est toujours dehors, en train de dilapider ce qu'il a, voilà, il revient... C'est lui qui l'a gagné. Exact, c'est ça, c'est lui qui l'a gagné, donc il en fait ce qu'il veut. Quand il sort le matin, c'est pour rentrer, voilà, la nuit. Pendant que toi, tu as passé toute la journée à la maison, tu t'es tapé toutes les corvées, voilà, de la maison et les enfants en plus. Lui, c'est juste apporter, voilà, les finances et puis, voilà, le reste, c'est pas un problème. Et on a surtout tendance à ne pas se rendre compte de tout le travail abattu. Exact, c'est ça. De tout le travail abattu par les femmes au ménage, c'est ça. Les femmes au foyer, c'est très difficile comme travail. Gérer une maison, gérer des enfants et encore gérer un mari le soir quand il rentre, c'est pas donné à toutes les femmes. Voilà. Ouais, donc, on ne se rend pas compte, hein, si on devait évaluer le salaire de toutes ces femmes au foyer. Qui ne sortent pas. On a souvent la facilité de dire, ouais, mais... Elle s'occupe juste de la maison. Elle s'occupe juste des enfants. Ou alors, souvent, je dis, ah, ma femme est juste ménagère. Oui. Pourtant, c'est le plus gros du boulot comme ça. Oui, c'est ça. Alors que c'est un gros travail qui n'est absolument pas valorisé. Parce que quand on rentre du travail le soir et que la maison est propre, et que le repas est fait, et que les vêtements sont lavés, que les enfants ont révisé, qu'ils sont couchés, quelqu'un a fait le travail. Forcément. Madame Tapsoba, est-ce que souvent dans votre travail, vous avez eu des facilités parce que vous êtes une femme? Est-ce que souvent on dit, bon, comme vous êtes une femme, là, ne venez pas travailler samedi. Comme vous êtes une femme, là, vous allez descendre avant, vous n'allez pas travailler tard.
s'il y a un chantier de nuit, on va dire, bon, c'est une femme, donc on va mettre les hommes là la nuit pour qu'elle elle travaille le jour. Est-ce que souvent on vous accorde ça? Bon, non, je travaille comme les hommes. Pareil. Pareil. Pas d'avantage particulier lié au statut de femme? Non. D'accord. Okay. Encouragement, certes, félicitations, oui, mais traitement de faveur, non. Pareil pour vous, Madame Yen? Pareil. Les chantiers de nuit, je les fais également. Voilà, les chantiers où on tape des jours en brousse et tout, je les fais également. Les 3 jours sans douche, ça a traumatisé les filles tout à l'heure. Hein, j'ai remarqué ça, voilà. J'ai remarqué ça dans l'expression de leur visage. Ils se sont dit, quoi? 24 heures, je ne sais pas faire 3 jours, c'est pas possible. Alors, Madame Diampa, pareil chez vous, en tant que juge, il n'y a aucun traitement de faveur? Non, hein? pas du tout. Est-ce que souvent on ne vous cherche pas un peu plus pour voir jusqu'où vous pouvez aller ou ça ne change pas? Est-ce que de temps en temps, on ne vous cherche pas de dossier en se disant, on va voir si la femme juge là, elle va pouvoir gérer ça? Non, franchement, non. C'est juste pareil. C'est vraiment le même traitement voilà, pour tout le monde. Voilà. Et moi, je pense aujourd'hui que c'est surtout important de se rendre compte que quand on est une femme... C'est vrai, pour Madame Yen, moi j'ai envie de dire c'est quand même un lot lourd et important à porter d'être la première femme cheminot chez Sitaraï depuis 100 ans. Et dire qu'à la moindre erreur, vous fautez pour toutes les femmes qui vont venir derrière vous, en fait. Donc, ça peut être lourd. Mais au bout de 8 ans, on va dire, tranquille, ça va, le mécanisme fonctionne très bien. Et ça va. La machine est bien huilée et puis on avance. Mais quand même, ça serait dommage d'être dans un environnement de travail et de se dire parce que je suis femme, on me fait ci, ou parce que je suis femme, on ne me fait pas ça. C'est certainement les pires conditions pour une personne pour travailler. Aujourd'hui, bon, on a vraiment échangé, c'est intéressant, mais on s'approche lentement et sûrement des 10 dernières minutes de cette émission. Et c'est le moment où moi j'ai envie quand même que l'on s'adresse à tous ceux qui nous regardent, autant les jeunes filles que les jeunes garçons. Parce que c'est vrai que souvent, on a tendance, quand on parle du 8 mars, à s'adresser aux jeunes filles. Mais moi, j'ai envie qu'on parle également aux jeunes garçons. Par exemple, nous avons Daouda qui pense que si c'est la femme seule qui travaille, il y a un problème. Il y a Brice qui pense que toutes les filles ne pensent pas comme... Juste pour dire aujourd'hui, on n'a pas forcément une harmonie de pensée, de façon de voir la chose et la vie. Donc aujourd'hui, si vous aviez... par rapport à cette question du 8 mars, de la lutte pour les droits de la femme, à vous adresser à tous les jeunes filles comme garçons, Madame Yen, qu'est-ce que vous leur direz? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. Filles comme garçons par rapport au 8 mars, si vous aviez un conseil, une recommandation, ou ne serait-ce qu'un propos ou une pensée à partager avec eux. Ok, d'accord. Je dirais d'abord aux filles que la journée du 8 mars, il ne faut pas se tromper, voilà, de combat. C'est ça. La journée du 8 mars, ce n'est pas une journée dédiée aux festivités, mais c'est une journée plutôt pour réfléchir davantage, voilà, à ce que nous-mêmes femmes nous pouvons faire pour pouvoir mériter nos places, voilà, dans tous les milieux d'ailleurs, et en particulier dans ces milieux, voilà, où il peut y avoir de la stigmatisation. Voilà, c'est déjà la première chose que je vais dire. Et aux jeunes garçons, je dirais, ne voyez pas les filles comme des filles, au fait. Voyez-les comme des personnes comme vous. Elles sont dotées d'intelligence comme vous. Elles sont dotées de capacités, de compétences comme vous également. Donc, quand elles viennent dans un milieu, il faut éviter les histoires de « oui, la femme là et tout, bon, comme c'est une femme, bon, on va la prendre comme ça, voilà, sinon elles sont fragiles, les femmes. Est-ce que, bon, si on lui dit certaines paroles, est-ce que, bon, elle ne va pas se frustrer et tout ?» Non, il faut arrêter ça. Prenez-la comme vous auriez pris votre camarade garçon, comme on le dit. Voilà. Et vous, les femmes également, arrêtez aussi de rester dans votre condition de femme pour dire « Ah, bon, voilà, moi je suis une femme là, ah, est-ce que votre chantier de nuit là, est-ce que moi je vais pouvoir... hein? » Non, arrêtez ça également. Il faut mériter votre place qu'on vous accorde. Madame Tapsova,
Si vous deviez vous adresser à ces jeunes filles et à ces jeunes garçons qui nous regardent, on est le 8 mars, qu'est-ce que vous leur diriez? Ce que je peux dire à les femmes, bon, pour le journée du 8 mars, si les hommes peuvent travailler, c'est que les femmes aussi peuvent le faire. C'est ça. Il ne faut pas que les femmes vont s'asseoir, bras croisés. Ah, moi je suis une femme, et ça là, je ne peux pas faire. Non, il faut toujours essayer. Ça va arriver. Vraiment, j'encourage les femmes de se lever, se battre, ceux qui peuvent. Ouais. Et pour les hommes, qu'est-ce que vous leur diriez? Pour les hommes aussi, je les encourage vraiment. Dans tout domaine que tu fais, il faut vraiment aimer ça. C'est très important, ça. Ouais. Il faut vraiment aimer ça. Quand tu aimes ton boulot, toi-même, tu vas te sentir bien, à l'aise dans ton boulot. Imaginez que vous arrivez au travail le matin de soucis, et que tout le monde vous accueille avec le sourire de Madame Tapsova. Ouais. Imaginez. Les hommes aussi, il ne faut pas qu'ils vont dire que non, ce boulot-là, aïe, moi, je dépasse ça là. Non, il faut le faire. Ouais. Vraiment, le travail paye. Oui. Merci beaucoup, Madame Tapsova. Je vais terminer avec la même question pour Madame Nyampa. Donc, par rapport au 8 mars, à la lutte pour les droits de la femme, un message pour toutes les jeunes filles et tous les jeunes garçons. Ok, merci. Donc, je vais commencer par les jeunes garçons, je dirais, par les hommes de façon générale. Oui. On ne peut pas parler de promotion des droits de la femme sans la participation des hommes. Et quand on dit la femme, ne voyez pas juste à côté votre copine, votre épouse. Il faut aussi voir la mère, voyez aussi votre fille qui est appelée aussi à être femme un jour. Donc, il faut prendre la lutte vraiment à bras le corps, accompagner surtout les femmes, voilà, les accompagner pour qu'elles puissent y arriver. Et aux femmes, j'allais les regarder droit dans les yeux et leur dire, j'ai dit carrément, femme, tu peux y arriver. Tout est possible quand on a la foi et le courage. Il te faut juste remplacer la peur par la confiance et le courage, remplacer l'hésitation par l'action et la conviction, remplacer le cynisme par l'optimisme et l'espoir. Et c'est gagné. Tout est possible. Vas-y. Voilà. Merci beaucoup, Madame Nyampa. Et c'est sur ces mots-là, je pense qu'on va aller à la conclusion de cette émission aujourd'hui. J'ai juste envie de dire que nous sommes sur ce plateau les preuves de ce qui a été engrangé comme succès par le passé. Parce que chacune de nous, il y a 50 ans en arrière, n'aurait pas pu faire ce que l'on fait aujourd'hui. Moi, présenter cette émission, vous, étudiantes, elles, occuper les postes qu'elles occupent, ce n'est pas évident que si on fait le voyage en arrière, on serait là. C'est parce qu'à un moment donné, il y en a qui se sont levés, qui ont dit il faut que les choses changent. On a envie de contribuer parce que nous sommes des êtres comme les autres. On a une compétence, on a une force, on peut jouer un rôle. Certes, on a atteint une étape, mais la lutte continue, comme on le dit. Rassurez-vous les hommes, ce n'est pas une guerre contre vous, mais c'est juste une ambition de rééquilibrer les forces pour qu'ensemble, on puisse construire notre monde. C'est juste cela que l'on veut. On souhaite donc une très bonne fête des droits de la femme à toutes les femmes, à tous les hommes, car Madame Nyampa l'a dit, vous avez des mères, des épouses, des sœurs, des filles, ça vous concerne donc. Donc pensez-y et on se dit au revoir avec une petite compilation de quelques images de femmes qui certainement inspireront ceux qui nous regardent. À chacune d'entre vous, je dis un grand merci. Merci à Madame Yen, Madame Tapsova, Madame Nyampa. Bon vent et bon courage dans chacune de vos carrières. Aux étudiants et étudiantes de ESUP et de Hypermic, bonne suite dans vos études et dans votre vie professionnelle. Et n'oubliez pas ce qu'on a entendu ici ce soir. Chacun peut y arriver quand on se donne la force, la volonté et le courage. Bonne soirée.